Cela n'aurait pas pu être mis en place en un mois ou en une année. Ils ont tout simplement réinventé leur nation. Des membres du SBU sont venus et ont emmené et l'un et l'autre. Qui les a réellement torturés? Qui les a utilisés comme boucliers humains? Ces nazis, ces fascistes. Je comprends que c'est l'œuvre des Américains. L'ennemi est de plus en plus féroce parce qu'il est toujours sous substance narcotique. Si je ne le fais pas aujourd'hui, ce sont mes enfants qui demain devront régler ça. On va les frapper du matin au soir et du soir au matin. L'ennemi ne sait pas qu'il nous a mis encore plus en colère. Tout ce qui se passe maintenant, cela n'aurait bien sûr pas pu être mis en place en un mois ou en une année, en un simple claquement de doigts. C'était en préparation depuis de nombreuses années. Il y avait cette énorme machine qui travaillait dans tous les domaines, dans toutes les directions, et avec l'ensemble de la population. Il se préparait vraiment à une guerre avec la Russie. Il se préparait de manière ciblée à la guerre avec la Russie. Nous avons interrogé des soldats que nous avons capturés. Certains d'entre eux ont été faits prisonniers, d'autres se sont rendus d'eux-mêmes. Ils nous disent, vous savez, on nous expliquait, on nous persuadait que vous étiez notre ennemi, que vous vouliez nous détruire, nous effacer de la surface de la terre. On a ouvert des manuels dans une école libérée, j'ai lu quelques chapitres d'un livre d'histoire, et pendant un moment, je ne savais plus où j'étais. Tout y était présenté sous un autre jour. La Seconde Guerre mondiale y est décrite d'une manière totalement différente. Il y a un manuel à part selon lequel les Ukrainiens constituent la nation la plus ancienne. Ils étaient les premiers à venir au monde. Ils ont tout simplement réinventé leur nation. Ils l'ont transformée pour s'adapter aux normes de l'OTAN. Ça fait peur, vraiment peur. Tant de gens ont été zombifiés, tant de militaires ont été reformatés. On peut prendre l'exemple d'un poste de contrôle à Popasnaya qui a été éliminé. Nous y avons découvert des militaires entraînés selon les standards de l'OTAN. En examinant ce poste de contrôle et les nationalistes éliminés, on a découvert des documents intéressants. En plus des papiers ukrainiens utilisés à des fins d'identification, on voit par exemple Gennady Sherbak qui avait de nombreux certificats différents sur lui. Ici est écrit « spécialiste de 3e classe ». Voici une attestation de formation aux armes à feu. Il s'agit précisément d'un groupe de l'OTAN dont faisaient partie des Américains, des militaires du Royaume-Uni, du Danemark, de Suède, de Lettonie et de bien d'autres pays. Pendant toutes ces années, ces instructeurs non seulement venaient ici, mais ils vivaient ici. Ils entraînaient des soldats ukrainiens pour que ceux-ci soient conformes aux normes et aux principes de l'OTAN. Ils les ont pris et complètement formatés comme une clé USB pour les faire redémarrer. Nous pouvons voir combien de tranchées il y a ici, et pas seulement des tranchées. Un trou de 5-6 mètres de profondeur est creusé. Ils y placent des wagons. Ensuite, ils coulent du béton dessus. Puis y installent des points de tir en béton dessus et les équipes de mitrailleuses de gros calibre. Les gens sont donc sous ces dalles de béton dans les wagons. Ils ont des hôtes d'échappement, des climatiseurs, des moniteurs. Et comme dans un jeu vidéo, ils appuient sur des joysticks et tirent sur tout ce qui bouge. D'ailleurs, ils ne font pas de différence entre les militaires et les civils. Ils tirent sur tous ceux qui sont dans leur zone de feu. Des choses comme ça se prépare pas en un an. Un trophée que nous avons trouvé à cette position. Un lance-grenade automatique? Exactement.
Laisse-moi te montrer quelque chose. Désormais, il tire dans la direction opposée. Lorsque nous entrons dans une localité et que nous commençons à parler avec les habitants, les civils, ils ont les cheveux qui se dressent sur la tête. On ne coupe pas de tête, on ne viole pas de femmes, on ne tue pas d'enfants, nous. En réalité, dans chaque localité, chacun de ceux qui sont ici partageait avec ses habitants tout ce qu'il avait. La nourriture, les médicaments, tout ce qu'ils avaient, ils leur donnaient. Ils n'avaient presque rien à manger, mais donnaient tout ce qu'ils avaient aux gens. C'est vraiment un choc pour eux. Et là commence le dialogue, la communication avec la population locale. On remet les points sur les i. Vous savez, on ne va pas mal du tout, merci. Les gars, les frères russes sont arrivés. Ils nous ont demandé si on avait besoin de quelque chose. Ils nous ont donné à manger, apporté du bois de chauffage et des médicaments. Nous sommes tellement reconnaissants. On a tout fait pour qu'on ait peur d'eux, mais en fait, ce sont des gars géniaux. Ils nous ont raconté la vérité, qui les a réellement torturés, qui les a utilisés comme boucliers humains. Ces nazis, ces fascistes. Comment ils se faisaient tirer dans le dos, comment des enfants étaient abattus, des grands-mères et grands-pères étaient abattus. Ils nous ont raconté ça en toute honnêteté, ils nous en ont parlé. Ils pleuraient en disant « Nous sommes si heureux que vous soyez venus, merci d'être venus ». Ils détruisaient délibérément nos maisons. Oui, ils détruisaient délibérément des maisons. Ils ont détruit l'hôpital, alors qu'il abritait 80 personnes. Ils ont frappé l'hôpital. Le missile a touché l'unité sanitaire. Et la deuxième frappe, nous l'avons manqué de peu. Nous l'avons manqué, mais elle a touché le toit. Et le toit a pris feu. C'était délibéré. Il y avait 2 chars qui circulaient ici tout le temps. Et l'hôpital a brûlé, avec tous les gens. C'était avant que ces troupes n'arrivent. Certains ont été évacués, ils sont partis en ville ou étaient amenés en ville. Nous sommes revenus chez nous parce que nous habitions à côté et nous avons décidé de rester. L'ennemi devient encore plus féroce parce qu'il est toujours sous des substances narcotiques. On leur en fournit régulièrement. Ils se battent sous drogue. Lors de la libération d'un autre pâté de maison, on a découvert les corps de nos camarades, nos collègues avec qui on a travaillé et échangé. Leurs corps étaient décapités. Ça avait été fait exprès pour épuiser psychologiquement nos unités. Mais l'ennemi ne sait pas qu'il nous a mis encore plus en colère. On ne les laissera pas tranquilles, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On va les frapper du matin au soir et du soir au matin. Pour nous, il serait avantageux et pertinent de déployer notre artillerie. Par exemple, dans une zone à haute densité de population, disons à Pervomaïsk, pour qu'on puisse travailler calmement et méthodiquement en détruisant des bastions ennemis. Mais nous ne faisons pas cela. Nous avons repéré une dizaine d'unités de machinerie lourde, de chars et de gros canons automoteurs. 5 pièces. Il y a des tranchées et des abris. Jaguar, ici maître, bien reçu. Continuez à utiliser les drones. Continuez à les observer. J'en ai abattu un, vous me recevez? Toutes nos troupes sont positionnées dans les champs, dans les bois, le plus loin possible des zones peuplées, là où il n'y a personne, pas de civils. Oui, c'est très risqué, oui. Ça donne un avantage à l'ennemi quand il frappe. Mais on ne se laisse même pas approcher des localités.
C'est ainsi, c'est toujours ainsi et ça le restera. Nous n'agissons donc pas en position de force, on répond proportionnellement aux actions de l'ennemi. J'ai beaucoup d'amis ukrainiens. Quand j'allais chez eux d'abord, pendant les premiers temps, ils me voyaient comme un ennemi, comme un envahisseur venu les détruire, les rayer de la surface de la terre. Mais après avoir été assiégés par l'armée ukrainienne, par ces nazis, ils ont compris où était la vérité et quel était le visage du fascisme en Ukraine. Ils ont commencé à faire venir des véhicules militaires, ils ont commencé à créer des points d'appui. L'un de mes camarades, je ne dirai pas son nom, des snipers ont fait de son appartement un poste de combat. Ils sont venus, ils ont expulsé la famille. Ils ont créé des points de tir et sa famille n'intéressait plus personne. On s'est écrit et le lendemain, littéralement, des membres du SBU sont venus et ont emmené l'un et l'autre. Ils n'ont pas touché leur femme. Celles-ci ont raconté plus tard que les deux avaient été violemment battus parce qu'ils avaient été détenus dans des villes différentes et qu'on leur avait tout cassé. Ils leur ont cassé tous les os, les ont traités comme des déchets. Ils lui ont dit « Passe un bonjour à ton ami, Martinov. Dis-lui qu'il vienne le chercher lui-même. » Ils ont appelé ma femme et lui ont dit « On vous déteste, on déteste ton mari. Qu'ils fassent la même chose à ton mari une fois qu'ils l'auront. » Ce n'est donc pas moi, mais ma famille qui a été affectée. Oui, la famille a été affectée plus tard. Ils ont clairement menacé de mort ma femme. Des gens l'ont approchée, l'ont trouvée. J'aimerais bien ne pas en parler devant la caméra, parce que cela pourrait la provoquer. Allez-y, prenez. Merci. De rien. Que Dieu soit avec vous. Si vous avez encore besoin de quelque chose, adressez-vous directement à moi, à Mega. On vous apportera tout, on vous fournira tout. Ils ont hacké mon portable. Ils y ont bien fouillé. Ma famille a été la première à en subir les conséquences. Ils ont commencé à appeler ma mère et mon père. Ma femme, en disant que j'avais été capturé. Après, ils ont commencé à dire que j'avais été tué, que s'ils payaient une certaine somme d'argent en faisant un transfert sur leur carte, ils remettraient mon corps. Des trucs de ce genre. Ils sont tellement forts quand il s'agit de rechercher des informations. Ils sont tellement efficaces. Je comprends que ce n'est pas eux. Je comprends que c'est l'œuvre des Américains. C'est la main des services de renseignement britanniques. En Ukraine, ils n'ont pas de telles capacités. Qui est l'officier supérieur en service? Allons-y. Faites des couvertures plus renforcées tant qu'on a encore le temps. Vous surveillez l'effectif tout le temps? Bien joué les gars. C'est exactement ce qui se passait dans notre République. Absolument la même chose. Toutes sortes de sociétés militaires privées étrangères. Tous ces tarés de fascistes. C'est les mêmes diables qu'on avait chez nous. Dès sa naissance, un Tchétchène est déjà militaire professionnel. C'est dans leur sang. Ce n'est pas dans leur sang de faire la guerre, mais c'est dans leur sang de défendre leur terre, défendre l'honneur de leur famille, défendre l'honneur de leur peuple, de leur république. C'est dans leur sang. D'un autre côté, ils comprennent plus que quiconque en Russie que s'ils n'écrasent pas cette racaille, s'ils ne l'étranglent pas ici, demain, quelque chose qu'ils ont vécu récemment pourrait bien ressurgir. Ces gars sont de véritables enfants de la guerre. Ce sont des militaires professionnels qui ont une expérience incroyable, qu'ils ont acquise en libérant la République tchétchène de la racaille à l'époque. Mais ces gens ne veulent pas faire la guerre. Ils connaissent le prix de la guerre. Ils savent ce qu'est une vie paisible. Et croyez-moi, si on leur dit maintenant, c'est fini, on a gagné, ils feront leur valise à toute vitesse
et retourneront à leur famille et leurs proches. C'est pourquoi je suis très à l'aise avec eux. Ils vont se battre pour leur famille, pour le bien de leur famille, pour le développement de leur république. Regardez ce qui se fait en Tchétchénie, c'est tout simplement incroyable. C'est beau, c'est propre, il y a un développement constant, une dynamique. Et bien sûr, ils ne veulent pas que ce qui s'est passé il y a quelques années se répète. Je vous dis, salam alaikum! Nous accomplirons toutes les tâches qui nous sont confiées par notre commandant en chef suprême. Nous allons nettoyer cette terre de cette saleté. Ces sentiments deviennent plus forts et les vraies valeurs ressortent au premier plan. Tout le reste ne compte plus. Rien dans ma vie n'est plus précieux et important que ma famille. Je suis absolument convaincu que si je ne le fais pas aujourd'hui, si mes gars ne le font pas aujourd'hui, ce sont mes enfants demain qui devront régler ça. Mais ils devront le faire chez eux, dans leur rue, dans leur quartier. Je voudrais dire à nos jeunes, qui à l'heure actuelle ont 16, 18, 20 ans, qu'ils sont à 100% dans l'endroit le plus sûr et le plus honnête du monde. La Russie. Parce qu'ici et maintenant, on ne lutte pas seulement contre une certaine notion de fascisme, de nazisme, on lutte contre un fléau mondial. À présent, l'Amérique, beaucoup de pays européens, bref, la moitié du monde cherche à détruire la Russie, à l'écraser. Parce que nous sommes forts, parce que nous réussissons, parce que quoi qu'il arrive, nous ne changeons pas nos principes. Tous ceux qui essayent de casser la Russie, de réduire ses droits, de la briser, devraient avoir peur de ce qui se passe maintenant. Ils ont peur et c'est pourquoi ils nous mettent plus bas que terre. Ils essayent de nous calomnier de toutes les manières. Mais je suis sûr que nous terminerons bientôt notre opération de libération et que les choses reviendront à la normale pour tout le monde. Ils y verront plus clair.